Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Zénith sur Koloman de ce vendredi. Un vendredi assez intéressant parce que ce matin, nous avons assisté à l'arrivée des soldats de la RTG. À l'arrivée des soldats de la RTG, ils sont arrivés, ils sont en train de faire de garde à vous à tous les travailleurs de la RTG ce matin. Je crois que c'est un véritable plaisir pour nous et merci au président général Mamadi Doumbouya, son excellence, pour l'induction, pour cette correction. Ils sont venus avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle façon de voir les choses. Et ce matin, j'ai été très ravi de rencontrer quelques-uns qui sont arrivés. Ils m'ont dit, ça change la vie. Ça change la vie de travailler, de faire le civilo-militaire pour changer la vie et même pour le respect des choses, même de son environnement. Là, ils ne feront plus de koutou-koutou autour du riz. Le koutou-koutou chez nous, ça veut dire quoi? Ils ne vont plus crier, se battre pour un plat de riz. Parce qu'ils ont dit, au camp, c'était en colonne de 10. Colonne de 10, vous rentrez en colonne de 10, vous sortez en colonne de 10. Et donc, je crois que ce respect va vraiment donner une certaine discipline au travail, la conscientisation de chacun pour un travail parfait. Je crois que ça va être une bonne chose. Sur ce plateau ce matin, nous allons recevoir pour vous, j'aurai deux directions avec lesquelles nous allons discuter. Nous allons recevoir M. Amara Traoré, il est directeur général de l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée, ONACIG. Voilà que nous allons recevoir, avec qui nous parlerons donc du rôle du cinéma en Guinée. Et bien entendu, nous allons parler aussi avec un autre responsable tout à l'heure. Il se présentera parce que il n'a pas voulu que je le présente. Il veut se présenter lui-même. Donc, il se présentera tout à l'heure. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, mon cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous également. Vous voyez, j'observe ici un certain nombre de choses et je crois que nous en parlerons tout à l'heure. Nous en parlerons tout à l'heure pour essayer d'aller un peu plus avant. Mais monsieur Traoré, bonjour. Comme je l'ai dit, vous avez déjà répondu. Le rôle du cinéma en Guinée. Avant donc d'entamer le thème, nous allons parler donc de la mission, des attributions de l'ONACIG. Oui. Bonjour, mon cher présentateur Alfred. Bonjour à tous les téléspectateurs de la maison mère, la RTG et ses travailleurs. Le cinéma, bien sûr, et d'abord je vais aussi dire bonjour aux cinéastes de Guinée, tout confondu. C'est un métier noble, c'est un métier qui a pour impact d'éduquer la société. Donc nous aujourd'hui, en République de Guinée, le cinéma a un impact aussi positif dans le sens où il est éducateur, il permet de conscientiser un peuple, les rapprocher de plus, de faire la promotion de la culture, mais aussi du tourisme. Donc, c'est un métier transversal qui a pour rôle très important de vendre l'image d'un pays de façon positive, de montrer le côté attrayant, mais aussi de mettre un impact sur la tradition d'une société. Sur la tradition d'une société, vous êtes donc à la tête de l'ONACIG il y a quelques mois déjà, oui. On peut le dire ainsi. Oui. À votre arrivée, quel est le constat que vous avez fait et jusqu'à aujourd'hui, à date? Je peux dire qu'à l'arrivée à l'ONACIG, le constat, il était pas à 100% satisfaisant, mais il y a eu du travail fait. Et comme l'État, c'est la continuité, nous avons pris de là pour pouvoir continuer, j'aime dire souvent nous, parce que moi, je ne suis qu'une personne qui est venue s'ajouter à tant d'autres qui sont dans la maison, qui œuvrent depuis très longtemps. À nos jours, dès mon arrivée, nous avons eu la chance de participer
massivement au FESPACO, qui est le festival de films africains à Ouaga, où la Guinée a été représentée avec 5 films. Et au dépit de cela, nous avons aussi eu la possibilité de travailler avec les acteurs du secteur pour l'unification des acteurs même du secteur, dont on avait beaucoup besoin d'eux. Il y avait assez de fédérations qui étaient en Guinée. Aujourd'hui, nous arrivons à l'unifédération qui pourra permettre à la Guinée de s'exprimer à travers une seule voix. Donc, ceci sont les réformes que nous avons menées. Et bien évidemment, il fallait aussi travailler un peu dans la structuration interne et doter l'ONASIC de quelques équipements. Donc, aujourd'hui, si vous observez, vous pouvez voir que avec le peu qui est fait en 3 mois, déjà l'ONASIC commence à s'exprimer. Et nous avons récemment d'autres activités qui se sont menées d'ailleurs, qui est au niveau supranational, qui est la liaison, le comité mixte pour la coopération entre la Guinée et le Sénégal, dont on a eu à signer un accord et une convention très intéressante. Une convention très intéressante. Nous allons donc les disséquer, les décortiquer au fil donc de cette émission. Monsieur le directeur général de la FENAG, hein, c'est ça? C'est le secrétaire. Le secrétaire qui est venu ce matin. Oui. Voilà, de la FENAG. Oui. Qu'est-ce que c'est que la FENAG? FENAG, entendu, c'est la Fédération nationale des artisans de Guinée. Des artisans de Guinée. Vous y étiez la dernière fois avec nous, n'est-ce pas? Exactement, oui. En plus, avec le NPA. Voilà, avec évidemment, le NPA. Oui. Voilà, des artisans de Guinée. Oui. Cette fédération existe depuis combien de temps? La Fédération nationale des artisans de Guinée existe depuis 2004. Mais avant 2004, les artisans étaient un peu éparpillés, un peu partout, dans tous les départements. Chacun tirait le drap de son côté. Il y avait l'action sociale qu'avaient ses artisans. Le ministère de l'Agriculture avait son artisanat, etc. Et maintenant, en 1998, il a fallu un travail abattu pour avoir le code de l'artisanat, pour pouvoir rassembler tous les métiers éparpillés dans les différents départements pour créer une direction et un office qui pourra s'en charger désormais de chapeauter les activités artisanales, les structurer, les organiser et les réglementer afin de contribuer vastement au développement de notre nation, la Guinée. Au développement, qui parle aussi artisanat, parle aussi du cinéma, parce que dans le cinéma, on a aussi l'artisanat. Il y a un côté artisanal qui intervient dans le cinéma. Oui, le cinéma, c'est comme je l'ai dit, c'est un métier transversal. Il copte beaucoup d'autres métiers à côté. Donc l'artisanat, parce qu'à travers la menuiserie, à travers l'architecture et beaucoup d'autres choses qui nous permettent, nous, d'être en phase de travail avec l'artisanat. Donc, c'est vrai. Même les costumes. Les habillements, le maquillage, etc. Si, ça y va. Et voir qu'il y a une fédération des artisans qui est aussi présente d'ailleurs aujourd'hui, ça me fait beaucoup plaisir parce que nous parlons, en ce moment même sur notre table, c'est l'unification des hommes de ce métier du cinéma pour que nous ayons une fédération forte et capable de s'exprimer. L'unification des hommes du cinéma, des personnes ressources du cinéma, quelle est la stratégie que vous adoptez éventuellement? Bon, nous avons trouvé déjà qu'il y avait plus de 5 à 6 fédérations, chose qui n'est pas très intéressant dans un pays, parce qu'en face de nos partenaires ou en face de nos homologues, ils nous disent mais comment vous êtes arrivés là? Avoir 2, 3, 4 fédérations, on ne peut pas avoir une confédération en République de Guinée, c'est trop petit pour avoir une confédération des cinéastes. Donc qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous ne pouvons pas imposer au secteur privé de se consolider, de se mutualiser. Nous pouvons que les montrer le chemin parce qu'il faut comprendre que nous sommes l'État. Quelle qu'en soit notre proximité avec le secteur privé, mais nous restons toujours l'État. Donc, comme nous sommes censés appliquer la politique de l'État en matière de cinéma, nous avons 3 axes. Les 3 axes sont la réglementation, la promotion et la formation, le soutien appui technique et institutionnel, mais aussi la mise sur support durable, la mémoire collective. Donc, ayant les 3 là, la réglementation qui est en premier niveau, nous avons pris sur nous-mêmes, d'abord d'écrire, de rédiger des textes, parce que nous avons des fédérations et des associations ici qui ont des textes, mais qui ne sont pas des textes qui sont profitables pour eux-mêmes. Ils les appliquent, mais au final, ils se retrouvent dans un tohu-bohu complet qui ne les permettent pas d'opérer et de profiter des biens de l'État. Donc, ils sont en face de l'État, ils accusent l'État, mais en réalité, les textes
auxquels ils se réfèrent n'est pas en leur propre faveur. Donc c'est écrit des fois par des personnes qui ont la compréhension juridique mais qui n'ont pas la compréhension de leur métier. Donc ce que nous avons fait, étant des personnes qui ont la compréhension du métier, nous nous sommes approchés avec des personnes juridiques, nous avons créé la forme, les textes et ils ont mis dans une forme très juridique. Donc ces textes-là, on a appelé tous les protagonistes et les antagonistes qui sont pour et contre l'unification des fédérations en Guinée. On leur a dit, écoutez, partez, réformatez vos fédérations, faites-les en association par corps de métier. Association des écrivains, association des scénaristes, association des acteurs, association des caméramans, etc., etc., etc. Ces associations vont plus tard être compartimentées en 4 chambres. Les 4 chambres, les associations auront leur président. C'est une personne qui est du corps du métier. Après, ils seront compactés en chambres. Ces chambres auront un représentant ou un président. Ce président, maintenant, sera l'un des vice-présidents de la fédération. Ainsi, un mot d'ordre donné au président de la fédération pourra être exécuté de Conakry à Lola. Donc, on dit Ayomou, non? Lola. Oui, on peut jusqu'au dernier confin de la Guinée. Cela va nous permettre, nous, d'exiger notre responsabilité ou notre mission de régulateur. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma est expressif. Et une petite erreur peut donner une mauvaise image à tout un pays, à tout un peuple, à toute une culture. Et comme nous sommes les gardiens de ce métier, nous sommes obligés de faire de sorte que ça soit organisé et que ça soit unifié, qu'il y ait un seul mot d'ordre donné. Et avec ça, nous pouvons aller défendre notre cinéma en face des personnes, des bailleurs qui ont de l'argent, parce que ça nous permettra déjà d'avoir une statistique. Ça vous permettra d'avoir cela. Mais quand on parle de cinéma, par exemple, en République de Guinée, on parle aussi des réalisateurs, des micro-réalisateurs, des sitcoms, tous ceux qui sont dans la création d'images, l'utilisation d'images. Nous, c'est pourquoi, si vous voyez, si vous lisez le nom, on dit l'Office national du cinéma, parce que la création du cinéma, c'est totalement différent. On a l'audiovisuel et le cinéma qui flirtent, mais qui sont vraiment différents. Le cinéma, c'est un art totalement dédié, et la création audiovisuelle peut être des séries, des marathons, des feuilletons, des téléfilms. Donc il y a une belle nuance entre les deux, entre le cinéma et la création audiovisuelle. Oui. Quand on parle d'une série, elle rentre dans le cadre audiovisuel. Quand on parle d'un film d'auteur, ça c'est automatiquement le cinéma. Ok. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, nous avons, dans le cinéma aussi, il y a des sous-secteurs. Il y a des films d'auteur, il y a le cinéma populaire, etc., qui sont les souris à PC que nous avons chez nous. Maintenant, les clips vidéo, etc., et tout d'autres là, les grands formats que les journalistes peuvent utiliser rentrent dans le cadre de l'audiovisuel. Maintenant, un documentaire qui est différent d'un grand format, le documentaire, il reste carrément dans la ligue, le documentaire de création reste dans la liste de cinéma. Donc il y a une très belle nuance qu'il faut. Il y a une belle nuance entre tous ces corps de métier un autre corps de métier qui a été rajouté, c'est la photographie. La photographie. Vous savez, qui parle de cinéma parle de photos en mouvement. Ok. Pour nous les profanes, il faut bien comprendre, qui parle de cinéma parle de photos en mouvement. Voilà. Si vous prenez un film, autant de films, quand vous prenez une séquence qui me permet de faire ces gestes, dans ça, vous avez déjà 300, 400, 500, 600 photos qui vont passer 24 frames par seconde. C'est ce que vous voyez, ceux qui font le montage audiovisuel. Vous allez voir 24 frames FS, frames par seconde, je le dirais en français, en anglais, ou d'autres vont voir 29, etc. Ces 29 là, c'est la rapidité des nombres d'images qui peut passer en une seconde. Ok. Donc vous avez ça. Tout ça, ce n'est que des photos qui vont passer en 24 minutes par seconde qui va faire ces mouvements. Donc la photographie fait effectivement partie de la création cinématographique. C'est vrai qu'il n'est pas totalement, c'est pas une sous-section, mais il revient à nous de le gérer. Donc cela nous envoie maintenant à travailler avec tous ceux qui font l'usage de la photographie. Et comme le cinéma peut avoir un impact sur la société, peut avoir un impact positif ou négatif, et la même chose pour la photographie. Si nous partons sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il fallait juste mettre la Guinée pour voir
que des manifestations. C'est les photos qui s'exprimaient là. Donc nous, en tant que régulateurs et des promoteurs dans ce secteur, c'est d'utiliser la photographie pour montrer le plus bon côté de la Guinée. C'est pourquoi nous avons besoin de l'organisation dans ces secteurs-là pour pouvoir les éduquer au fait que la photographie a un impact sur notre devenir. Et pour cela, voici les chemins à prendre pour faire. Partout, il y a des problèmes. La photo a une expression. La photo parle, la photo impacte. Beaucoup. Négativement ou positivement, comme vous l'avez dit. Oui. Parce que quand nous regardons, par exemple, sur les réseaux sociaux, il n'y a que vraiment de la photographie. Oui, oui. Ou vraiment qui font des expressions. Des expressions, c'est des expressions. Et je peux vous le dire de façon sociale, si vous vous réveillez le matin et que vous arrivez à toucher au téléphone, la première photo que vous allez voir sur les réseaux sociaux peut vous impacter pour le reste de la journée. Ça peut avoir des effets sur le comportement même que vous allez adapter tout au long de la journée. Okay. Si c'était une image gaie, si c'est une image vraiment triste, ça cet impact. Donc c'est pour dire que la photographie joue un rôle très important. Et chez nous d'ailleurs, auparavant, l'ONACIG qui est appelé aujourd'hui, l'ONACIG à ses débuts, qui était Silly Cinéma. Après, il est devenu Silly Cinéma Photo, avant d'adapter le nom, ça c'était durant la Première République, avait pour mission, les photographes partaient les moments de grands événements, partaient à l'intérieur du pays et circulaient tout l'étendue du territoire pour récolter des photos afin de les garder pour les archives. Si vous venez chez nous, nous avons perdu assez, c'est vrai, mais nous avons encore d'autres photos qui peuvent vraiment vous envoyer dans un souvenir lointain d'où est venu de la Guinée, les ponts 8 novembre, le palais du peuple. Vous pouvez voir le changement, la mutation qui s'est passée. Donc nous avons pour mission, ces photographes de l'ONACIG ou qui sont de la corporation, d'aller à l'intérieur du pays. À l'époque, il y avait les circoncisions, il y avait les activités culturelles, il y avait les récoltes champêtres. Il fallait aller documenter tout ça par photo. Donc, est-ce que vous avez procédé à la même mutualisation qui a été faite au niveau du cinéma dans la photographie? La photographie, si. Nous avons le 19 août qui est la journée mondiale de la photographie. Pour cela, nous avons fait appel à un frère, un ami, un artiste du peuple, Soul Banks, qui est un bon compatriote, qui aussi a son petit côté caché, passionné par la photo, à travers un voyage. Soul Banks, il est passionné par la photo. Soul Banks a des photos que je peux vous dire. Il s'est dit amateur photographe, mais il a des photos qui ont un sens aigu du patriotisme des professionnels. Et pour cela, on lui a proposé l'ONACIG de dire, écoute, la journée de la photographie, nous allons faire un stand spécialement pour toi. Mais à la longue, on a réalisé qu'il fallait l'utiliser d'ailleurs comme ambassadeur des photographes. Si lui, il a une voix mélodieuse qui vend déjà l'image de la Guinée de façon positive, s'il est un ambassadeur de la Guinée culturellement, la photographie, c'est de la culture. Donc il faudrait qu'il représente ces personnes qui sont derrière les caméras, qu'on ne voit pas, mais qui donnent tout le bon contenu en matière de photos de notre République, des personnes que nous sommes. Nous voulons aussi leur montrer que oui, nous sommes capables de les célébrer. Donc Soul n'a même pas ménagé d'efforts, il l'a fait. Différent de ça, nous avons une activité qui s'appelle Wofa Mato, où ça veut dire venez voir, c'est en sous-sous. On l'a mise en place pour pouvoir travailler un projet qui va permettre de Conakry à Yomo faire la photo d'une Guinée émergente, les photos d'une Guinée émergente, d'un peuple qui change, d'un peuple qui sort de la tristesse pour arriver à une joie et que nous voulons laisser à la postérité. Donc au Famato, nous sommes déjà embarqués là-dessus, les photos sont en train d'être coctées, que ce soit le paysage, que ce soit les personnes, nous voulons mémoriser, nous voulons capter les instances des changements avec aujourd'hui l'arrivée de notre président, le général Mamadi Doumbouya, le général d'armée Mamadi Doumbouya que je salue d'ici, avec notre ministre qui est une personne qui ne se repose pas. Ah oui, lui il se repose pas. Il se repose pas. Tu le retrouves à l'intérieur du pays, le lendemain tu le vois à un forum à Paris, tu le vois en Angleterre, aux États-Unis. Je vous jure, Monsieur le ministre, chapeau. Hein. Je vous jure, être directeur pour M. Moussa Moïsila, c'est toi-même te demander la question, qu'est-ce que je fais pour pouvoir égaler ses actions, tellement qu'il est en mouvement. Tu te dis, il est vraiment en mouvement. Si je ne bouge pas, mais c'est moi qui dois bouger, le ministre doit être un peu au repos. Mais si moi je ne bouge pas là, je ne pourrais pas gagner le ministre. C'est pour vous dire combien de fois... Il est vraiment en mouvement parce que la dernière fois, nous étions à Mamou. Oui. Le lendemain, on s'est vu vite fait là-bas. Oui. Le lendemain, je regarde sur les réseaux sociaux, je le vois
à un forum aux États-Unis. Au Canada. Au Canada. Au Canada, exactement. Je dis, comment est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a un jet privé pour le faire? C'est un homme qui est planifié au millimètre près, un véritable combattant. Donc, cette personne, avec tout ce qu'il nous a offert, nous voyons aujourd'hui de la Guinée qui change. Nous voyons aujourd'hui de la Guinée vraiment, sur les réseaux sociaux, on peut sentir cette cohésion qui revient, les gens qui acceptent la réalité en face, c'est-à-dire la Guinée se développe. La Guinée se développe. Nous avons eu le forum, la session qui s'est passée, la sixième session de coopération mixte entre la Guinée et le Sénégal, où nous avons un ami sénégalais m'a dit, on vous envie. Et nous venons vers vous parce que nous savons qu'aujourd'hui, la Guinée a quoi qu'il faut. Ah, ce qu'il faut. Monsieur le secrétaire général donc, de la FENAG, vous avez bien entendu, monsieur le directeur général, qui parle au niveau de la FENAG, de l'artisanat. Il y a eu vraiment un travail qui a été déjà élaboré, qui a été fait. Il y a des avancées notables que nous constatons aujourd'hui. Exactement, monsieur le chroniqueur. Je suis très réconforté encore de reprendre le plateau avec vous. Ah bon. Et à la veille de chaque 10 juin, je partage le plateau avec vous. Ouais. La dernière fois, c'était la DGA de l'ENPA, Mme Estelle. Merci. J'avoue que l'arrivée du CNRD, la Guinée, dans le cadre de l'artisanat, nous avons connu beaucoup des avancées. Là, il faut le dire. Parce que la Guinée a élaboré son premier code, c'était en 1998. Mais de 1998 jusqu'à 2021, il n'y avait pas une réactualisation. C'est-à-dire le code était très caduc. Okay. La réalité du terrain et le contenu des documents n'étaient pas du tout conformes. Deuxièmement, on avait aussi les textes d'application prévus dans le code de révisé qui n'ont jamais été appliqués comme ça se doit. Et troisièmement, on n'avait pas la nomenclature des métiers. C'est-à-dire les 8 branches maintenant là, c'était 93 métiers. Mais maintenant, 93 métiers avant. Mais maintenant là, nous avons les 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 326 métiers. Wow. Et chaque métier, nous avons la définition dans la nomenclature, nous avons les matières premières utilisées, les équipements utilisés et le produit fini. C'est pour pouvoir permettre aux profanes de connaître. Et là, il faut saluer le travail abattu par la direction nationale de l'artisanat qui a vraiment œuvré pour que ces documents-là soient une encyclopédie, pas pour les artisans, mais aussi pour le monde universel. Même quelqu'un qui n'a jamais connu l'artisanat guinéen, dès que vous avez le document en face, vous avez la liste des métiers, la définition, les équipements utilisés, le produit fini, etc. Donc, la deuxième chose, c'était la stratégie de développement de l'artisanat. Comme vous le savez, c'est très difficile de développer un secteur si vous n'avez pas une stratégie de développement. Et la stratégie de développement qui a beaucoup aidé les artisans maintenant de connaître qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat. Parce que ce que nous faisons déjà, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, comment structurer ce que vous êtes en train de faire? Oui. Voilà, donc c'est ce qui était un peu difficile. Et c'est de ça que nous avions parlé l'année dernière. Exactement. Donc c'est pour vous dire qu'on vous a bien écouté et arrivé là, on a essayé d'échanger pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire, plus l'État. Parce que l'État ne pourra pas tout faire pour vous. Donc ensuite, nous avons connu aussi les infrastructures. Il y a eu la construction des villages artisanaux, de Lola, de Bokeh, de Kindia et des centres d'exposition de Dabola, de Kankan, de Zérékoré, etc. Et les autres préfectures aussi, il y a aussi un avancé, il faut le reconnaître. Le gouvernement a prévu une partie partout où il faut construire des centres d'exposition ou un village artisanal. C'est pour vous dire que d'ici 2 ou 3 ans, on aura au moins, toutes les régions aura leur village artisanal qui va nous permettre réellement de trouver les artisans en activité, trouver aussi les produits qui pourront non seulement inciter les touristes, mais aussi les Guinéens qui sont assoiffés de consommer. Parce que quand il s'agit de parler, consommons ce que nous produisons, il faut aussi tenir compte de la qualité. Si aujourd'hui les produits artisanaux sont menacés par les produits importés, les métiers sont menacés, voire même la disparition de certains métiers, c'est parce que nous avons un manque d'emplacement où travailler, un manque d'équipement de qualité, un manque de matières premières
pour l'approvisionnement régulier des artisans et le perfectionnement. Parce qu'il vient de dire tout de suite, là, je suis très content, en plateau avec les cinéastes qui ont au moins 30% de leur activité liée à l'artisanat. Quand vous prenez l'habillement des cinéastes pour bien les maquiller, la coiffure, ça dépend de nous. Le traiteur même des images, c'est un artisan, malgré qu'il fait partie de l'office. Et aussi, il y a aussi les traiteurs de vidéos. Donc, tous ceux-ci sont des artisans. Et aujourd'hui, nous arrivons aussi à mettre à la disposition même, non seulement de la culture, du tourisme, des potentialités pour pouvoir valoriser les 3 secteurs. Parce que l'artisanat est transversal. Vous avez non seulement la culture de rang, mais aujourd'hui, vous voulez les lieux touristiques. Hein, l'artisanat a contribué 80%. La question que je vais vous poser maintenant, qui est artisan? Qui peut être appelé artisan? Est-ce celui qui travaille avec les mains ou c'est qui est artisan? Artisan, c'est celui-là qui exerce une activité de prestation, de réparation, de transformation, essentiellement manuel à 70%. Celui-ci est appelé artisan. Donc nos caméramans sont aussi des artisans. Bien sûr. D'accord. C'est bien compris. Mesdames, vous êtes une artisane. Hein? Oui. Donc c'est pour vous dire que l'artisanat, une fois développé à l'image des autres pays, une fois développé, ça aide non seulement à valoriser la culture vestimentaire, normaliser la culture vestimentaire, mais aussi la culture alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la Guinée, nous avons des potentialités dans ce sens-là, l'art culinaire. Mais pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à valoriser? Parce que les artisans censés non seulement mettre ça en valeur, et ils demandent un certain nombre de conditions pour pouvoir atteindre les autres niveaux. Ouais. La preuve est que nous avons échangé avec FEPATOUR. FEPATOUR, comme vous le savez, c'est M. Théa qui est le président. Il a démontré que la Guinée en manque des hôtesses. Aujourd'hui, il faut une formation de qualité pour ceux qui doivent travailler dans les hôtels. La plupart, c'est des étrangers en Guinée. Donc ça, c'est un défi lancé. Et au niveau aussi des hôtels, nous avons voulu mettre des vitrines parce que si vous remarquez, les touristes n'ont pas le temps parfois d'aller au marché. Mais partout où, dans les hôtels, s'il y a des vitrines où on peut héberger les produits de qualité artisanaux, non seulement ça va vendre l'image de la Guinée, mais aussi les touristes qui viennent et autres pourront s'approvisionner de nos produits de qualité. Mais parlant de la représentation de ces produits au niveau des hôtels, le plus souvent, la différence est tellement nette en prix, en coût, que les gens sont obligés d'abandonner. Parce que quand vous arrivez au niveau des hôtels, ils vont vous dire, bon, c'est classe et machin. Un Ndemba que vous pouvez avoir ou obtenir à 200 000, à l'hôtel, on vous dira 300 ou 500 000. Voilà, ce qui fait que ça décourage un peu. C'est comme le tourisme. Vous parlez du tourisme tout à l'heure. Dans les conditions normales, nous devons faire des l'écotourisme. C'est-à-dire chaque week-end, vous avez travaillé jusqu'au vendredi. Le samedi, vous prenez votre famille, vous allez quelque part, vous passez une journée, une belle journée avec les enfants. Mais problème coût. Parce que quand vous arrivez, un lafidi que tu peux trouver à 5 000, tu arrives là-bas, on te dit 25 000. Et tu te balades avec combien de bouches? Bien sûr, là-bas, quand nous avons étudié pourquoi les prix sont un peu élevés, je prends l'exemple sur Pita. Pita, les tisserands de Pita, quand nous sommes allés là-bas pour étudier pourquoi les produits finis sont chers ici, ils ont fait comprendre, ils font le dédouanement d'un seul camion quittant de Burkina jusqu'ici à 70 millions. Vous voyez, sans compter le prix de matières premières. Quand vous additionnez les deux, et vous allez voir qu'ils sont tenus obligés d'augmenter, ce qui fait que... Maintenant, le ministère de l'Agriculture, d'alors, avait initié avec le ministère sortant de la Culture pour pouvoir donner au moins 30% des fils
de projet coton à la disposition des artisans pour pouvoir les permettre de tisser et à un coût très abordable. À défaut de ça, si c'est l'importation, ce n'est pas difficile d'avoir un prix abordable. Et en plus de ça, il faut des unités de filature. Si vous vous souvenez, le Burkina vient de changer tout récemment. Maintenant, les élèves ne portent plus la tenue scolaire, c'est les Damfani qui portent. Mais ils sont allés étudier parce qu'il faut tenir compte de la régularité de cela. Si par exemple on a besoin de 3 millions de pièces de tenue, il faudra étudier ou avoir les matières premières qui vont confectionner. Donc c'est l'ensemble de ces études-là qui nous permettra réellement d'être au même niveau que les autres en matière de prix des produits artisanaux et surtout, si on parle, consommons ce que nous produisons. Mais aujourd'hui, il y a des produits de qualité dans notre pays. J'aimerais faire un peu de contribution à ce que mon chef vient de dire, le secrétaire de la fédération. Bon, je pourrais dire que ça n'engage que moi, mais moi, ma petite vision des choses est que, d'abord, pour pallier à beaucoup de problèmes en matière de prix pour la consommation locale ou les produits qui sont faits localement pour qu'il y ait une consommation locale, je trouve que d'abord, il faut entamer un grand travail entre les ministères. Il faut qu'il y ait un travail interministériel. Imaginons, nous parlons des habits faits traditionnels. Tout à l'heure, il a parlé de ceux qui rentrent dans l'artisanat. Il y a deux choses qui se côtoient, ou qui sont les deux, je vais dire les deux qui parlent en parallèle, c'est-à-dire l'industrialisation et l'artisanat. Toute chose faite à l'artisanat peut être industrialisée. Là, les machines rentrent en compte et automatiquement, il sort catégoriquement parce que ça devient la production de masse et le prix est réduit. Maintenant, ce qui peut faire, même dans d'autres pays que moi je suis observé, ce qui fait que les gens se reviennent toujours aux produits faits de manière artisanale, c'est parce qu'il y a cette nostalgie, il y a cette authenticité, il y a le fait de rester dans le cadre de ce qui est fait par l'humain. Le côté humain les attire. Et pour arriver à cela, les gaps de prix, si c'est très large, ça va permettre aux gens de se rabattre sur le moins demandant, c'est-à-dire l'industrialisation. Donc il faut avoir, par exemple, si les ministères de la culture, qui sommes nous, sommes en charge de la création à travers la main, il faut un produit, ces produits, les cultiver. En ce moment, il faut être rapidement en collaboration, il faut qu'il y ait une synergie d'action avec le ministère de l'Agriculture qui va passer à la culture du coton en masse. Il faut créer des personnes qui sont prêtes à aller cultiver du coton. Parce que si vous allez prendre le coton d'un pays à l'autre, il y a les prix de dédouanement, il y a le transport qui vient s'ajouter et il y a le travail de l'humain qui va s'ajouter, le prix devient trop. Mais imaginez le coton produit en Guinée en abondance, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'acheter un coton, de dédouaner un coton, mais automatiquement, là où nous allons parler plus d'argent, le pourcentage, le quota qui doit être attribué, ici va être le travail de l'humain, l'artisan. Et c'est là qu'on va payer plus. Et je vous dis, même s'il y a une production de masse, mais par exemple dans les hôtels, quand vous avez dit tout à l'heure, là, la production de masse peut prendre en compte toute personne qui veut avoir la même chose. Mais la production artisanale vient à ces personnes qui ont le côté humain, qui veulent récompenser le travail de l'humain. Automatiquement, ces prix peuvent être montés et les gens vont l'accepter. Donc là où l'industriel va vendre 10 à 100 000 francs, l'artisanat peut vendre 1 à 100 000 francs, mais en achetant, tu l'achètes parce que tu sais que tu récompenses un humain. C'est de la qualité, on récompense un humain. Il y a une récompense quelque part. À quelque part. Exactement. Voilà. Et surtout, ce que le vient de dire, je suis d'accord. Quand vous prenez aujourd'hui la couture, vous voyez, on a des couturiers de qualité. Oui, reconnus. Ah oui, aujourd'hui, on a des couturiers de qualité. Qui ont valablement représenté la Guinée dans le monde. Mais le problème est que nous avons les limites au niveau des équipements de qualité qu'il faut. Par exemple, s'il s'agit de faire la production par mesure, ça c'est l'artisanat, mais la production en série, ça c'est l'industrialisation. Et ça aussi, les métiers artisanaux sont les pépinières de l'industrialisation. Les pays hautement industrialisés aujourd'hui, ils ont commencé par ça. Si nous prenons par exemple Alibaba, qui est reconnu aujourd'hui dans le cadre de fabrication des équipements agricoles, mais nous avons Confar ici, qui a innové plus de 35 machines
de post-récolte innovés. Si vous voyez aujourd'hui dans les communautés rurales, les femmes ne se fatiguent pas tellement parce que c'est lui qui a innové. Aujourd'hui, les batteuses, les moulins à céréales, etc., qui fatiguaient nos mamans. Mais aujourd'hui, Confar arrive à innover et les groupements s'en sortent très bien. Donc, l'industrialisation, comme mon ami vient de signaler, c'est bien vrai, mais il faudra d'abord commencer à la base. La base, c'est quoi? Il faut d'abord aider les artisans, avoir des emplacements où travailler, comme les autres pays, avoir des équipements de qualité, mettre à la disposition les matières premières, et c'est le lieu même de saluer avec courage la refondation. Moi, je peux dire oui, vrai, l'artisanat a connu vraiment des avancées dans la refondation. La preuve est que au ministère de l'Agriculture, ils ont élaboré la politique, agricole foncière. Avant, l'artisanat n'était pas prévu. Il y a plus de 17 métiers comme la menuiserie, comme la raffinerie, comme le bambou retin, qui n'utilisent que les bois et les fibres végétaux. Et ils étaient toujours en mal avec le ministère de l'Environnement qui a interdit la coupe, la circulation de matières premières utilisées par ces artisans. Donc le ministère de l'Agriculture, conscient de cela, ils ont prévu désormais dans leur politique les métiers artisanaux pour avoir des zones où il faut planter des plantes, pouvoir les permettre planter. Mais voilà, ce sont ces mesures d'accompagnement. Et deuxièmement, au niveau du ministère de l'urbanisation, il est prévu également, chaque fois maintenant que l'État aura besoin d'urbaniser une ville, ils vont prévoir une portion de terre pour les activités artisanales. Parce que si vous remarquez, partout où il y a déguerpissement, quand le déguerpissement est large et trop, ça va se répercuter sur les prix. Je vous donne un exemple. Au bord de la route, c'était les mécaniciens et les menuisiers qui étaient souvent installés. Le déguerpissement de l'année passée et l'année maintenant, là, ça fait non seulement faire quitter beaucoup des artisans et en masse. Maintenant, celui qui était censé maintenant faire un travail de 1000 francs, lui n'est plus là. Celui qui devrait le faire à sa place aura plus de clients et il est obligé, non seulement il aura un retard, le travail ne sera pas fini à temps, et il est obligé aussi d'ajouter la valeur parce qu'il se voit maintenant patron. Donc c'est pour vous dire que l'urbanisation de la Guinée a prévu non seulement cette portion, mais nous voudrons qu'une fois que l'État nous donne une portion de terre, que cela nous revienne pour que les artisans prévus s'installent là-bas et non une autre personne. Non, une autre personne. Parce que je le dis en connaissance de cause. Pas Chérif quand même. Chérif, lui, il ne va pas à ces endroits-là. Voilà. Et quand vous étiez là sur le même plateau, on parlait bien entendu de l'artisanat. Oui. Il y a un autre point sur lequel nous avons, où moi personnellement j'ai beaucoup insisté, c'était la formation des artisans. Exactement. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci. C'est pour vous dire qu'on vous a bien écouté. Après le plateau, nous sommes allés voir, parce que nous sommes aussi affiliés à d'autres, disons, il y avait des protocoles d'accord, par exemple l'UNFPP, entre la FENAC et l'UNFPP dans le cadre de la formation. Il y a l'UNPA aussi qui intervient en partie dans le cadre de la formation. Bon, j'avoue que nous avons un répertoire désormais pour le maître formateur et nous avons un répertoire de métiers qui nous permet réellement de sélectionner et orienter ces artisans-là vers les offices. Par exemple, si c'est l'UNFPP, si c'est le ministère de la promotion féminine qui interviennent vastement même au ministère de la jeunesse à travers la direction nationale de l'emploi qui forment, même eux, ils forment. Partout où il y a la formation, on s'est intéressé pour pouvoir non seulement mettre à leur disposition les formateurs de qualité, s'ils en ont besoin, soit les participants, parce que pendant la formation, c'est des apprentis, soit c'est des étudiants, mais après la formation, ils deviennent des artisans. Donc, il y a une interdépendance entre nous et les offices et les directions. Nous avons essayé d'aller vers eux pour connaître leur orientation dans le cadre de la formation et ajouter ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Surtout, les artisans connaissent leur métier, mais il y a un certain nombre de notions qui leur manquent. Par exemple, la gestion de leurs projets, comment faire un projet bancable, comment faire un business plan, comment faire le rapport d'activité de ce que vous avez fait l'année passée, etc., etc. Donc la fédération
à partager la tâche. Tout ce qui est à l'interne, nous allons s'en charger de ça. Mais tout ce qui est tout partout, on demande l'expertise extérieure. On tend la main vers les offices, vers les directions. Bonne stratégie, vraiment... bonne stratégie. Oui, franchement, bonne stratégie. C'est salutable. C'est vraiment quelque chose de sérieux que je vois qu'ils sont en train de faire. Et je trouve qu'il faut que les autres fédérations dans tous les secteurs puissent prendre ces initiatives pareilles. Parce qu'il faut une fédération, c'est un peu un syndicat, pas un syndicat de revendication, entre guillemets, mais un syndicat qui demande à améliorer, à performer les gens qui appartiennent à leur association ou à leur fédération. Donc, partir dans le sens où les professionnaliser, les canaliser à être mieux dans ce qu'ils font, les entourer avec les documents juridiques, c'est salutaire. C'est salutaire. Pour le dire, dans votre introduction, vous avez parlé donc du FESPACO. La Guinée était présente au FESPACO avec 5 films. Quel a été le résultat? Oui, nous sommes allés, d'abord, je salue ces élèves qui ont pris leur temps et leurs encadreurs, ISAMCA, l'Institut des Arts de Morikante et de Dubreka, mais aussi nous avons Saboutek qui a eu à mettre en place une unité qui accompagnait quelques élèves. Donc nous avons eu 2 de l'autre côté des ISAMCA et 3 de Saboutek qui sont partis. Ces films ont été présentés, moi en tant que directeur, je pense que c'était ma première fois de les voir, c'était au FESPACO, je n'ai même pas eu le temps de les voir ici. J'étais vraiment fier et on les a accompagnés tout au long. Le département a pris sur lui-même d'accompagner je vais dire le gouvernement, parce qu'il y a eu l'input l'action du département, mais aussi même de la primature, de la présidence, pour pouvoir créer les conditions nécessaires pour que nous puissions partir. Nous sommes allés au Burkina, on a fait les showcases, et ce que nous avons eu comme tremplin, c'était quand nous avons eu à présenter le film Even la liberté, qui a été retravaillé, parce qu'il y a une version qui est sur l'internet qui n'est que 40 et quelques minutes. Ce n'était pas la bonne version, ça a été découpé, on a enlevé beaucoup. Cette fois, nous avons eu avec la FEPACI, qui est une fédération qui travaille sur les films, la restauration des anciens films africains, qui ont travaillé si on restaurait le film, Even la liberté, qui a été d'ailleurs projeté, c'était la première projection au FESPACO, dans les classiques, et on a 1h30 et quelques minutes à 40 minutes. Dans ça, vous pouvez même voir toutes les industries qui ont existé en Guinée. On parle de Simandou, on parle des réformes, mais c'est incroyable. C'est incroyable. 1 heure, on a tous pleuré dans la salle. Nous avons eu des Camerounais qui nous ont demandé est-ce que vous pouvez nous donner ces films pour que nous l'utilisons pour éduquer notre population. J'ai dit, mais nous, la Guinée, d'où ça vient? Ils disent, mais la Guinée, vous avez ça avant? Tout ça, en 1969, la Guinée était ça déjà? C'est que nous envions aujourd'hui, vous avez ça. Donc le FESPACO a été un tremplin. Même les réalisateurs, ces jeunes réalisateurs ont eu des larmes aux yeux, ils ont pleuré, ils ont dit, on ne sait pas, nos papas nous ont parlé de cette Guinée, on ne croyait pas, aujourd'hui on l'a vu. Donc ce film, il va revenir très bientôt. Et quand ça serait là, on va faire une grande sortie, une très grande première. Grande sortie, mais nous allons ouvrir aussi au niveau de la RTG l'écran pour permettre à la population de revoir. Bien sûr, d'ailleurs nous avons signé l'accord entre la RTG et l'ONASIC sur l'émission CLAP. Donc le CLAP nous revient en partenariat avec vous, bien sûr, nous allons travailler. Donc au FESPACO, ça a été un tremplin et nous avons eu à faire la conférence de presse là-bas où on a montré que sur le programme Simandou, la culture vient au deuxième plan et aujourd'hui, avec les réformes menées par l'État, notre cinéma est arrivé avec, bien sûr, 5 films. Nous n'avons pas eu de prix, mais nous avons beaucoup appris et nous avons tissé les contacts nécessaires qu'il faut. On a créé le créneau qu'il faut. Nous sommes prêts à aller 2027 à prendre des prix et venir en Guinée. Wow. Ça, je veux le proférer. On peut déjà l'applaudir parce que 2027, oui. Je crois que le secrétaire général de l'artisan des artisans sera présent. Parce il faut y être. Il faut. Vous savez ce qui s'est passé, si vous me permettez, avant que mon cher ami continue. Le Burkina donne le prix. Ce sont eux qui organisent le FESPACO. C'est des millions et des millions de CFA. Okay. L'État même est inclus dans le FESPACO. Le FESPACO a célébré plus de combien d'années? Ils n'ont pas eu ces prix depuis près de 28 ans. Maintenant, ils se battent, si je ne me trompe pas sur le chiffre, mais ils n'ont pas eu depuis très longtemps. Cette fois-ci, ils ont décidé, avec leur unifédération, l'un de leurs réalisateurs, dont son papa a œuvré, Soti Kouyaté, qui n'a jamais eu de prix,
mais il a tout fait pour le cinéma burkinabé. D'ailleurs, il y a des ondits qui disent que Soti est de, je ne sais pas si c'est Kouroussa ou de Sigiri, quelque chose comme ça. Soti, son fils, Dani Kouyaté, va rapporter, cette fois-ci, prendre l'étalon d'or. Quand on a eu à parler avec la fédération, qu'est-ce que la présidente de la fédération me dit? Elle dit, monsieur Traoré, monsieur le directeur, nous avons décidé cette fois que le prix allait rester chez nous. Après combien d'années le prix n'est pas venu chez nous? Donc nous avons donné un mot d'ordre. La fédération a donné un mot d'ordre. Les meilleurs acteurs se sont présentés. Argent ou pas argent, payé ou pas payé. Mais le film s'appelle Katanga, la danse des scorpions. C'est Ouais. Il a eu les talons d'or. Les talons d'or. C'est un film qui peint, quand mes amis m'ont demandé ton étude, je leur ai dit, ce film est purement philosophique. C'est-à-dire, on parle des temps des Mourou-Naba jusqu'à l'actuel gouvernement. C'est-à-dire, dans une explication très facile, très digeste. Facile, très digeste, mais vous allez voir, c'est un film qui est en noir et blanc. Ils expliquent le moment des rois, mais on voit les Kalachnikov, et autant de rois, il n'en avait pas. On voit les tricycles, les motos tricycles ABS, ils n'étaient pas. Donc, c'est-à-dire fusionner l'ancien à la modernité pour expliquer une histoire transversale des générations. Nous, quand on a regardé ça, les accoutrements, c'est tout fait à la main. La présidente me dit, même les tisserands se sont mis, on s'est dit qu'on va tout construire, ça va être Burkina, et ils ont envoyé ça, ils ont récupéré le prix. Donc, pour aller en 2027, on vous attend. Venez, on va travailler ensemble. On va construire les costumes des Samori Touré, des Alpha Yaya Diallo, qu'on habille nos hommes qui travaillent sur ce film pour que ça représente la Guinée dignement. Parce que nous avons été très longtemps les pionniers du cinéma africain au niveau de la francophonie, au niveau francophone, de l'Afrique francophone. On l'a perdu. On veut récupérer. Donc pour le récupérer, il faut des histoires authentiques accompagnées des accoutrements traditionnels. Voilà, monsieur le secrétaire général, l'invite est donc passé, n'est-ce pas? Bien sûr, déjà, j'avoue que nous participons avec vous, SIAO souvent FESPACO, et dans le cadre de l'accoutrement et tout ce qui est l'embellissement pour que la représentativité soit là, les artisans sont toujours à côté. Et nous allons essayer de faire un protocole d'accord avec vous. Tout ce que vous avez besoin dans le cadre de l'artisanat, on va essayer de mettre ça à votre disposition. Parce que si vous êtes bien représenté là-bas, c'est la Guinée qui est vue. Tout à fait. Donc l'accoutrement compte beaucoup dans le cadre des créations cinématographiques. Voilà. Donc, mais j'ai remarqué que pendant le FESPACO de cette année, il y a eu beaucoup d'expositions aussi. Hein. Si. Exactement. Il y a eu beaucoup d'expositions. Donc c'est une opération... pour faire des clins d'œil à la culture guinéenne, pour faire briller la Guinée, Entre le cinéma et les artisans, il y a toujours une interdépendance. Oui. Et je voulais aborder un sujet qui vient de le dire, le Simandou 2040. Et il faudra que nous, que ce soit les cinémas et les artisans, nous arrivons ici à tenir à main. L'État a le projet et le programme. Mais le contenu, c'est nous. Le contenu, c'est parce que contenu culture, c'est vraiment les artisans, les professionnels. Donc, nous, en tant que fédération, nous avons effectué des missions partout où il y a la société minière pour quantifier les métiers artisanaux pratiqués dans les mines. Et nous avons recensé quelques 115 métiers qui sont pratiqués maintenant là dans les mines. Et c'est fait par les artisans. 115 métiers. 115 métiers. Wow. On a même la liste qu'on va mettre à votre disposition. Même faire la cuisine. Hein. Tout ça, l'art culinaire fait partie. Voilà. Donc, dans ça, il y a la pâtisserie, il y a la boulangerie, etc. Oui. C'est pour vous dire que le Simandou, à notre entendement en tant que Fédération nationale des artisans de Guinée, nous disons merci à l'État dans la mesure où non seulement ça va permettre à nos ouvriers de se perfectionner, mais il y a un autre projet que nous voulons attirer l'attention de l'État vers ce projet qui a été créé par le partenaire GIZ, que le projet finit en 2026. Mais le projet vise à vers quoi? C'est la formation en alternance. Habituer les élèves à aimer les métiers. Les partenaires, ils ont choisi la région de Conakry, la région de Mahamou et la région de Kindia. Ils ont non seulement formé les enseignants à cet effet, qui vont non seulement faire habituer les élèves à aimer les métiers, la sensibilisation sur l'importance des métiers pendant les cours. Parce que la politique du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle voudrait quoi? Chaque cycle primaire, qu'on arrive
à orienter 30% des élèves vers les écoles professionnelles. Donc, ce projet va les permettre non seulement à connaître l'ensemble des métiers que nous venons de citer, les 326 métiers, leur importance, mais aussi les métiers liés à leur discipline. Quand vous prenez, par exemple, la science d'observation, quels sont les métiers liés à la science d'observation? Par exemple, la mathématique, c'est la colonne vertébrale de tous les métiers. Tous les métiers ont besoin de la mathématique, soit côté géométrie, soit côté algèbre, côté etc. Quand même, vous avez besoin de la mathématique. Donc, c'est pour vous dire que si l'État arrive à réactualiser ce projet ou récupérer ce projet après 2026 dans la main de partenaires, au lieu de 3 régions, on fait maintenant dans les 8 régions administratives et les 33 préfectures, au bout de 3 ans, un élève, un métier sera possible en Guinée à travers Simon. Je crois que c'est possible parce que j'étais tout dernièrement dans un quartier ici. Oui. J'étais passé voir un ami et je voyais un menuisier de fortune. Hein. Oui. Bon, devant sa porte, il a ses planches, il a sa table à scier et il était assis. Et j'ai vu son garçon qui n'a même pas 8 ans. Oui, oui. À peine 8 ans, 9 ans. Le garçon avait une petite planche comme ça. Ok. Il a bloqué la planche et il était en train de scier, histoire d'apprendre. Merci. Et j'ai demandé au père, j'ai dit, mais attends, le papa dit non. Quand il vient de l'école, au lieu qu'il aille se promener, je lui ai dit, viens apprendre à scier. Et quand j'ai vu ça, j'étais passionné, j'étais... C'était Je impressionnant. n'en revenais pas. Ça, Oui. ne vous en faites pas, je suis un produit de ça. Ouais. Mon père, il était dessinateur, détenteur de 5 salles de cinéma au Libéria. Il a fait un peu la culture, le dessin ici avec l'usine céramique. Il partait de temps en temps auprès de Silly Cinéma, il faisait des choses. Un ami de bande de tonton Jeannot Williams, que je salue de côté. Donc, moi, j'ai grandi comme ça. Pour tous ceux qui me connaissent, j'ai des amis qui sont là aujourd'hui, qui sont dans les grandes fonctions. Si vous les demandez à Maraya, ils vous diront, lui, c'était l'école, l'atelier de papa. Pas de vacances. Ouais. Aujourd'hui, le dessin, je peux dire tout ce que je fais. Si je vous montre mes dessins, mais vous allez vous dire, j'avais des tableaux, je faisais des tableaux à Conakry ici à Autan, et j'en ai fait pour pas mal de grandes personnalités, le président Conté à l'époque, avec ses couteaux, j'ai fait les photos ensemble, Agia Kadet Conté, à l'époque j'étais encore au lycée équipé, on me donnait ces petits 1 million, 2 millions, qui étaient de l'argent, je parle de l'an 2000. Ah oui, qui l'an était de 2000. l'argent. Donc c'est pour dire que quand l'enfant est déjà formé à ça de bas âge, il est prêt à tout. C'est pourquoi quand les gens sont des fois confus, quand on me voit faire l'infographie, j'ai fait ça de ma vie, les montages, tu es bien en site. Moi, personnellement, même en tant que chef d'entreprise à l'époque, moi-même, je suis à la manivelle. Quand un employé est absent, pas de problème. L'infographie, la coloration, les impressions, la décoration. Je travaille avec la DSTV, TFM. C'est sur ma page, mon compte Facebook, vous pouvez aller voir où je travaille avec leur salle de télé pour l'aménagement dedans, les décos, le maquillage de la télé. C'est pour dire que quand vous formez l'enfant, vous détectez un enfant, parce que papa a demandé, parmi nous tous, quels sont ceux qui veulent, celui qui veut suivre l'art. Tous ces enfants le font, mais moi j'ai décidé d'en faire un métier. Donc du coup, je suis venu dans le cinéma, la musique, le dessin, la communication, et aujourd'hui, me voici. Ben, aujourd'hui, le tremplin, là. Hein. Exactement. C'est pour vous dire que ce que vous avez vu, c'est vraiment pas juste une chose que l'on peut simplement admirer, mais c'est quelque chose. Ça m'a fasciné. Oui. J'ai aimé. Oui. J'ai aimé par exemple parce que vous avez des parents Oui. qui imposent aux enfants, non, tu dois faire ça, non, tu dois faire ça. C'est comme moi, par exemple, je suis dans la boîte il y a pas mal d'années déjà, et je dois imposer à mon fils, non, il faut que tu deviennes journaliste, présentateur. Mais si je n'ai pas encore détecté son talent, Oui. je ne peux pas l'amener. Si je l'amène, je le détruis. Exactement. Ça, même c'est l'expertise là. Ça a été démontré pendant l'atelier avec le ministère de l'enseignement professionnel. Il faut connaître quel est le métier qui est facile à l'enfant d'apprendre. C'est à travers les écoles. Par exemple, les dessinateurs, quand vous prenez les dessins, ils sont significatifs. Les enfants, quand vous les remarquez, il y a des enfants qui sont très bien en dessin. Ils commencent avec la géométrie, ils sont bien. C'est pour ça que quand vous n'avez pas de géométrie, ça m'a intéressé. Exactement. Par exemple, quand on a fait la conférence vidéo avec Madame Benoît, elle dit, c'est nous, si tu n'as pas le nouveau bac, tu ne fais pas la couture. La haute couture, non. C'est eux. Ça fait partie de... Pourquoi? Parce que
quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la géométrie, par exemple, il y a la formation sur la coupe en couture, tu ne peux pas. Ouais. Exactement. Maintenant, pour revenir à votre question, quand vous prenez la famille Sidimé aujourd'hui, c'est une famille de génération en génération qui ont appris la sculpture. Quand vous prenez le vieux Bandian Sidimé, père à son âme, qui a formé pas mal des membres de sa famille aujourd'hui. Quand nous sommes allés à Bobo Dioulasso, celui qui est là en tant que gardien, si vous voulez, de la chambre où il y avait des choses sculptées, c'est un Sidibé, il est de la famille. C'est pour vous dire que de la formation de génération en génération, ça dépend de la sensibilisation, ça dépend de la démonstration que vous faites devant les enfants, l'importance de ce que vous-même vous êtes en train de faire. Parce que quelqu'un m'a demandé une fois, vous dites, les hommes du métier, qu'est-ce que vous avez apporté en Guinée? Oui, c'est bon, bien sûr. Mais si vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous avez apporté, par exemple, ce qui est là, l'apport de l'artisanat dans le programme Simandou 2040. La plupart, les gens disent oui, dans la composition, on n'a pas vu le nom de l'artisanat. Oui, ils ont inclus l'artisan dans la culture, de façon générale. Parce que tout ce que nous faisons, c'est la culture. Mais à l'intérieur, maintenant, on peut arriver à décanter et puis à donner chacun... Les projets immédiats de la fédération. Le projet immédiat de la fédération, maintenant, nous avons un programme maintenant d'aider les groupements, les associations, les coopératives. Parce que le constat est que quand on a fait le FOM, c'est-à-dire étudier la force de l'artisanat, les faiblesses, les menaces, les opportunités, sa part de participation, cela nous a permis de connaître réellement où il faut aller. Maintenant, nous avons compris, la plupart de nos associations, groupements sont là, ils ne bénéficient rien parce qu'ils ne sont pas dans les normes. Par exemple, ils n'ont pas d'agrément, statut n'est pas là, règlement intérieur, etc. Donc, il faut commencer d'abord à corriger les faiblesses internes. Et maintenant, vous avez une base de données. Vous partez maintenant vers les partenaires pour avoir des financements. Et dans ça, le projet, nous avons contacté le président, a contacté pas mal de dizaines de pays qui seront prêts à nous assister dans le cadre de la formation. Ils ne pourront pas prendre tout le monde en charge. S'il faut passer par l'UNFPP ou autre direction pour que ce projet-là puisse avoir jour et que les femmes bénéficient. Parce que le constat est que tant que les femmes ne sont pas à l'aise dans un pays, c'est très difficile. Normal, c'est normal. Voilà, c'est pas pour faire la promotion des femmes, mais tant que les femmes ne sont pas à l'aise, c'est très difficile que la société connaisse réellement le progrès que nous prenons de chaque jour. Maintenant, le deuxième projet, c'est pour profiter le projet de Simandou et faire bénéficier les artisans. Par exemple, dans les 33 préfectures, nous avons un répertoire des métiers et nous allons essayer de les loger, les métiers qu'on a sélectionnés dans les différentes mines, pour que Simandou, nous ayons notre part. Et votre part, comment? Notre part, par exemple. Parce que tout le monde veut sa part. Oui, notre part. Déjà, nous avons notre part, mais comment cadrer? Notre part, la construction des cités de logements, ça a été fait par les artisans en 80%. Vous voyez, la confection des tenues, ça a été fait par les artisans. Donc, les cantiniers qui sont là-bas, c'est des artisans qui travaillent. Mais nous voulons faire quoi? Il faut les professionnaliser. Okay. Parce que la société, c'est pas forcément dit de reste qu'on dit il faut respecter le contenu local, qu'il faut forcément prendre les Guinéens. Non. On prend les Guinéens, mais les Guinéens qui sont dans les normes. Donc, la société aura besoin de ça pour ne pas que les étrangers viennent nous envahir. Donc, nous sommes en train... Je vous ai posé la question, formation. Voilà, nous sommes en train d'abord de corriger à l'interne. Si les étrangers, c'est parce que la CEDEAO ne nous a pas interdit de faire travailler tout le monde, mais il faudra que la majorité soit là. Mais cela dépendra de nous. Parce que si tu demandes les partenaires de vous aider, il ne faut pas oublier aussi ce que toi aussi tu dois faire. Donc, nous sommes en train de sélectionner à l'interne. Et parmi les artisans, il y a de vrais formateurs qui vont former les artisans locaux à l'interne avant de tendre la main aux partenaires pour la formation. Donc, on va non seulement mettre les autres au même niveau, et maintenant, ils deviennent formateurs de formateurs.
Voilà. Donc ça va nous permettre réellement de récupérer notre part de façon directe ou indirecte. Parce que déjà l'État, c'est nous. Mais de toute façon, vous avez dit tout à l'heure, vous avez déjà récupéré 80% de ceci. Oui, parce que c'est des artisans. Mais dans le non-artisanat, parce que ça ne figure pas, quand vous prenez... Oui, mais c'est indirect. Voilà. Vous récupérez, de toute façon. Voilà. C'est vous qui récupérez. Hein? Les artisans sont là pour ça. Voilà. Oui. Monsieur le directeur général Amara Traoré, les perspectives de la LONASIG. LONASIG, aujourd'hui, comme je vous ai parlé de la signature de l'accord et de la convention qui a été faite récemment, cela démontre le futur que nous proposons pour le cinéma guinéen. Nous avons créé le contenu que nous avons proposé à nos ministres qui ont révisé, qui l'ont accepté et ça a été signé au nom du pays. Donc il y aura la formation des acteurs du cinéma de Guinée. Nous avons signé une convention de coproduction entre le Sénégal et la Guinée. Sachant que le Sénégal est déjà plus en avance, nous avons peur de notre place à un moment que nous essayons de récupérer maintenant et nous sommes sur un bon chemin. Donc le Sénégal va être un bon partenariat avec nous qui pourra nous booster, nous supporter pour atteindre un niveau de production dans un temps record. Donc ça, c'est déjà bon pour les producteurs de la Guinée. Les contenus de la convention qui est signée entre les deux offices, c'est pour nous permettre de former d'abord le travail de l'équipe, parce que la réforme que nous menons maintenant là, c'est interne et externe. Externe, ça concerne ceux qui sont de l'écosystème cinématographique, vidéographique, photographique. Interne, c'est nous-mêmes en tant qu'office, parce que l'on ne peut donner un bon service aux usagers que si vous-même vous comprenez votre service et que vous êtes prêt à affronter les difficultés, les perspectives nécessaires qu'il faut pour être dans la mesure de faire votre mission. Donc nous avons ça. Comme je l'ai dit à l'entame, nous avons ciblé FESPACO 2027. J'ai envie qu'on amène des prix en Guinée. On a les créateurs de films de manière traditionnelle, qui sont les cinémas populaires, qui se sentaient un peu à la marge. Je comprends parce que on disait que ce sont des personnes qui ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas étudié, ils ne sont pas sanctionnés par des diplômes. Donc nous travaillons aujourd'hui d'arrache-pied à trouver la possibilité de former ces gens. Parce que quelqu'un qui a fait 5 ans, 6 ans d'un métier, on peut l'octroyer un bac plus 1, pour moi. C'est ma compréhension. Parce que s'il a exercé le métier de façon honnête, si vous le mettez devant les faits accomplis, pour dire le métier, voici les caractéristiques qu'il faut pour vraiment avoir un certain, être certifié, cette personne pourra atteindre 80%. Parce que déjà, il a pratiqué, il a fait des erreurs, il en a appris. Donc, on a aujourd'hui des personnes qui sont en République de Guinée, qui sont très équivalents à d'autres dehors là-bas. Ils ont besoin de ces petits pouces-là d'être boostés pour pouvoir participer à des grandes productions. Par ailleurs, le contenu de la convention et de l'accord signé, je vais attendre que nous fassions, le ministre, mon patron, puisse venir faire la déclaration par une conférence de presse de contenu et après vous allez voir beaucoup plus d'applications. L'office, on a entamé aussi deux autres activités qui sont très chères au cœur de la direction en ce moment même. C'est le Cinétor et le Ciné-Club. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Cinétor, nous allons très bientôt commencer à projeter des films dans les grands carrefours. Des films qui vont parler de la gloire de la Guinée, du changement positif de la Guinée, de la solidarité des Guinéens, de l'insalubrité. En tout cas, tout film thématique a envoyé le peuple guinéen à être plus émancipé. Et tout ça s'inscrit dans le cadre du programme Simandou. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas un amalgame. Simandou, c'est la création d'une identité. C'est de remettre la dignité du Guinéen en avant. Donc, qu'on gagne de l'argent ou pas, à participer à travers ton secteur, à mettre en avant l'activité que l'on fait et à éduquer les gens à travers ton activité, à voir le bon côté d'être un Guinéen, à voir le bon côté d'être un bon Guinéen qui travaille, à voir le meilleur côté de la solidarité. Déjà, tu participes au programme Simandou. Parce que c'est de donner la dignité aux Guinéens. Mais c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. L'argent qu'on peut gagner, tout ça. Le patron, les différentes inductions civilo-militaires qui se font, ça a commencé à travers les ministres. Aujourd'hui, qui s'est
décentralise aux différents fonctionnaires. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience collective pour la chose. Donc, pour nous, dans ce cadre-là, nous avons décidé de faire le Cinétor. Et ça ne va pas se limiter au Grand Conakry. On commence par le Grand Conakry. Déjà, nous avons fait venir des équipements. Nous avons des projecteurs à 28 minutes, voire plus, qui pourront être là, disponibles avec une sonorisation très impactante, avec des films que nous allons prendre. Nous allons créer quelques-uns en partenariat, parce que nous sommes l'office, nous ne sommes pas censés faire la compétition déloyale aux acteurs, mais nous sommes censés de faire quelques films institutionnels dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale. Donc nous allons faire certains, mais d'autres nous allons prendre avec les acteurs du secteur. Donc nous allons commencer très bientôt dans les quartiers, vous allez nous voir dans les grandes communes à faire des projections lunatiques dans les carrefours, approcher les enfants, mais aussi cultiver l'amour du cinéma. Comme le cinéma, c'est un vecteur d'éducation, il faut cultiver l'amour du cinéma. Auparavant, dans la Première République, les gens avaient cette culture d'aller dans les salles de cinéma pour des rencarts, pour se rencontrer. Aujourd'hui, ce n'est pas. On a perdu ça. Donc, comme on n'a pas de salles de cinéma, aujourd'hui, nous avons, à travers le ministre, l'effort du ministre et l'acceptation, bien sûr, du président de la République, le président Mamadi Doumbouya, nous avons eu pas mal de salles de cinéma qui sont récupérées et même certaines sont en projet d'études pour les reconstructions des salles de cinéma. Mais avant ça, même s'il y a les salles de cinéma, si la culture d'aller en salle de cinéma n'est pas là, avec les embouteillages et autres, je vais me dire, mais au lieu d'aller en salle de cinéma, je vais regarder ma télé. Donc il faut cultiver le fait que l'on peut venir ensemble en masse, partager un bon moment autour d'un film. Déjà, s'il y a ça en proximité, le moment où ils auront besoin d'aller en salle de cinéma, ce serait quelque chose de facile. Donc, nous sommes sur ça. Le ciné-club, ça, c'est créer des clubs de cinéma dans des écoles. Parce qu'à la longue, ce que nous voulons, j'allais diriger, et c'est nous, parce que c'est nous qui travaillons, c'est le NACIC, ce que nous voulons faire, c'est déjà, dès bas âge, à envoyer nos enfants à aimer le cinéma, à être des bons acteurs. Parce que la vie, c'est l'actorat. La vie d'un être humain. On peut avoir un mauvais côté, mais on peut porter les costumes du bon côté pendant toute sa vie et que personne n'a jamais vu le mauvais côté. Donc, porter l'habit d'une bonne chose ou d'une mauvaise chose pendant très longtemps, c'est de faire de l'actorat. Donc, il faut cultiver ça déjà aux jeunes, les apprendre à être un acteur. Un enfant qui va apprendre aujourd'hui à être un présentateur à travers un petit film, qui va se revoir à ça avec ses amis, va avoir l'idée de dire, et si je devenais un présentateur dans ma vie? Donc nous voulons les envoyer à l'actorat, etc. Mais au fur et à mesure, ou à la longue, voir avec les ministères en charge, comment nous pouvons insérer un créneau de cinéma dans l'éducation. Il ne reste que c'est 1 heure par semaine qu'il y ait le cinéma qui puisse être diffusé dans les écoles. Mais avec les ciné-clubs, il y aura des clubs dans les communes, mais aussi dans les écoles qui vont être là, qui vont discuter autour des films qui sortent. Et quand on a après les études, on a besoin de divertissement. D'ailleurs, pour permettre à l'esprit de bien redémarrer. De bien redémarrer, mais même à travers ces images-là d'apprendre. Parce qu'on va apprendre les mathématiques, les calculs géométriques, vocabulaire, conjugaison, tout. Mais ce qui ne sera pas très facile à apprendre à quelqu'un à l'école, c'est de se comporter mieux dans le quartier, en société. Mais le cinéma peut le faire s'il est bien créé, si le contenu a été créé dans ce sens-là. Donc avec le cinéma, nous allons encore éduquer nos enfants à l'altruisme, à la citoyenneté. Tout ceci-là, c'est à travers le cinéma qu'on peut le faire. Parce qu'il est très facile de voir quelqu'un qui fait un acte de citoyen et qu'on se dise, j'aimerais faire ça moi aussi. Donc nous voulons utiliser le cinéma pour ça. Pour dire que cela a un impact sur... Quand vous voyez nos dames, nos mamans, nos épouses qui regardent les ciné... comment on appelle? Novelas. Dès que tu rentres du bureau, tu entends ta femme te dire... Ah, moi, il me faut ça, il faut que je fasse ça. Exactement. Ça a un Parce qu'elle a regardé, elle a été impactée par ce qu'elle a vu. Oui, c'est psychologique. Donc, du coup, c'est pourquoi notre cinéma doit prendre le pouvoir. Et on appelle beaucoup, et nous nous donnons toutes les forces nécessaires qu'il faut. Le ministre, il ne se repose pas sur ça. Et je sais qu'au haut niveau aussi décisionnel, il y a cet impact-là, parce que nous le savons en tant qu'office, c'est que les choses sont en train de prendre forme. On est en train de travailler illico dada pour que notre cinéma reflète nos réalités, pour que ça puisse conscientiser, que ça puisse créer le Guinéen. Si vous regardez la CNTG, la chaîne chinoise, vous allez voir, toutes les séries démontrent la grandeur chinoise. Exactement. Le travail des Chinois, l'industrialisation de ce pays, l'appel au travail. Donc, du coup, quelqu'un qui regarde ces séries-là, même si ce n'est pas trop regardé chez nous, mais quelqu'un qui regarde ça va commencer à se mettre dans la peau. Donc, nous aussi, nous voulons créer des modèles guinéens, des acteurs modèles guinéens qui pourront inspirer le Guinéen lambda. C'est ça
la force du cinéma. Et l'Office du cinéma en tant que régulateur, en tant qu'entité de promotion, doit être à la base de cela, doit être effectivement le sous-bassement de cette réalité-là. Donc nous sommes là-dessus. De cette réalité, pour comment continuer à parler avec vous, je pensais tout de suite aux anciens acteurs populaires comme on peut parler de les anciens acteurs. On a Moussa Kofoé qu'on vient de perdre récemment. Nous avons les Kabakoulou qui sont encore existants. Nous avons les grands débits. Comment sont-ils organisés ces personnes-là? Bon, comme nous avons parlé, ils étaient toujours en fédération. Et comme ils sont en fédération, ils ont des troupes, ils travaillent avec leurs troupes, ils font leurs films qui sont diffusés des fois à contre-prix, des fois pour rien, simplement parce qu'ils ont envie de continuer leur métier. Et au finish, les gens les regardent comme si ce sont des gens qui ont choisi de faire rire seulement. Ce n'est pas de faire rire, c'est qu'on oublie que quand on ne rit pas collectivement, on s'embrouille. On s'attaque entre les uns et les autres. Donc faire rire et de rire de ce qui nous unit de plus. Donc les gens là ont choisi un bon métier. Seulement que si ce n'était pas mis en valeur, c'était compliqué. Aujourd'hui, l'Office, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec la nouvelle fédération qui est en train d'être mise en place, qui sont venus me rendre visite pour me dire merci pour l'idée du ministre que vous avez mis en marche pour l'unification de la fédération. On ne comprenait pas, mais après vos explications, la manière dont vous avez pu détailler et la manière dont vous nous avez propulsé dans le futur, on a compris qu'il fallait ça pour que le cinéma guinéen décolle. Nous sommes sur ce chemin. Je leur ai dit, les anciens, que ce soit les créateurs de cinéma anciens ou, c'est-à-dire les producteurs, les réalisateurs ou même les acteurs qui étaient devant les caméras, tous ceux qui ont atteint un certain niveau, nous allons les récupérer, les mettre dans une chambre de conseillers. Cette chambre, soit on va chercher moyen à les subventionner pour que quand même ils se sentent, même si c'est petit, mais qu'ils se sentent importants et qu'on prenne des conseils de cela ne va pas les limiter de faire leurs actions d'acteurs, mais qu'ils se sentent contributeurs à cette nouvelle phase. À quelque chose. Mais en parlant de formation tout à l'heure, de l'auto-formation, ils peuvent même mettre des acteurs. Exactement, parce que juste au décès, je salue à travers ici les caméras la famille du film Moussa Kofoé. Juste ce jour, Kabakoulou disait que Moussa Kofoé lui a formé lui. Imaginez l'impact que Kabakoulou a. Imaginez cette personne. Et vous imaginez que Moussa Kofoé a été son maître pendant un temps. Donc, la formation, ce n'est pas seulement aller prendre des experts. Nous disons, il y a des personnes ici qui peuvent former. Imaginez ceux qui ont fait Isamka, qui font déjà quelques films. On peut les récupérer. Allez-y. Oui, non, c'est parce qu'on me fait des signes que nous sommes pratiquement allés au-delà du temps qui nous a imparti. D'accord. Et voilà, donc avec l'espoir de vous revoir bientôt. Très bientôt. Nous avons eu donc M. Amara Traoré, directeur général de la LONASIG et le puissant secrétaire général de la FINAG. Merci d'être venu sur ce plateau ce matin. Merci. Avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro. Très bientôt. Très bientôt. Et moi, je vous retrouve demain quand il sera encore 11h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bénisse la Guinée. Au nom de Jésus.